très très belle expérience pour attaquer les sujets importants. De quoi parle-t-on quand on parle d'électrification, hein? De quoi parle-t-on quand on parle d'évolution de la logistique, hein? C'est la thématique qu'on avait choisie. On a parlé d'énergie renouvelable, c'est essentiel dans le paysage. On a parlé du rail, hein, du rôle du rail et des nouveautés avec les trains hydrogène, les trains à batterie, etc. On a abordé également la question des relations entre l'agriculture et les mobilités. Pour notre territoire, c'est fondamental. Tout le monde agroforestier est un gros utilisateur de mobilité, une mobilité assez particulière souvent, mais avec une grosse visibilité. Et puis la nature autour de nous, la biomasse, permet d'avoir l'occasion de stocker du carbone plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Et on sait très bien que c'est un enjeu absolument considérable qui d'ailleurs est globalement sous-estimé au niveau mondial. On avait eu l'occasion de voir également comment une stratégie hydrogène pouvait se développer à partir du bel exemple de Energy Observer, hein, qui est ce bateau que vous connaissez, qui a fait le tour du monde et qui a des technologies intéressantes et qui est en train de développer une société avec des offres pour pouvoir répondre aux différents besoins électriques en mobilité, d'ailleurs pas que en mobilité, dans l'ensemble du panorama. Voilà. Et puis nous avions fait, ce qui me paraît très important, qui fait le lien avec ce matin, une présentation de qu'est-ce qui se passe en Asie. Voilà. Et j'insiste beaucoup toujours pour dire, n'ayons pas les yeux sur notre nombril, il ne va pas nous donner les solutions. Allons regarder ce qui se passe dans les zones où déjà de manière massive, il y a des évolutions importantes. Et bien évidemment, il est évident que Corée du Sud, Japon et Chine, c'est une partie là, du monde sur laquelle il faut avoir les yeux parce que c'est quand même là qu'il se passe beaucoup de choses et que compte tenu de la population, il va s'y passer encore plus de choses, hein, surtout que les gens sont en phase, au moins en Chine et toute la partie du sud-est asiatique, en phase, je dirais, d'accès à des formes de mobilité qui n'étaient pas là. Alors, ce matin, donc, on va aborder les questions de mobilité urbaine et je voudrais simplement démarrer par quelques orientations, simplement pour situer le contexte et montrer ce qui se passe finalement. Il ne se passe pas des choses intellectuellement exceptionnelles, mais il faut avoir, je pense, cet aspect un petit peu de méthode, hein, qui me semble ne pas toujours être présent dans nos stratégies, ou en tout cas qui n'est pas présent dans la communication que nous faisons sur les engagements que nous prenons et les décisions qui sont prises à quelque niveau que ce soit. Donc en milieu urbain, soyons très clairs. Qu'est-ce que l'on voit? On voit d'abord et avant tout un accent majeur partout mis sur les mobilités douces. C'est clair. Marche, le vélo. Quand j'entends mobilité douce, je parle bien, et en général au niveau mondial, on parle bien de mobilité non mécanisée. C'est ça. Hein. C'est-à-dire que globalement, le vélo électrique, c'est déjà quelque chose qui se décale un peu vers une autre forme de mobilité. La trottinette, c'est déjà aussi une autre forme de mobilité. Pourquoi? Parce qu'il y a davantage de risques d'aller plus vite et donc de créer davantage d'accidents. D'accord? Donc, on est bien dans les mobilités douces. Et avec un accent très fort mis sur la sécurisation du domaine piétonnier. Et quand on voit ce qui se passe dans pas mal de nos villes, on voit bien qu'on n'y est pas. Hein. Donc une sécurisation absolue des zones piétonnes. Il n'y a pas de trottinette, il n'y a pas de vélo dans les zones piétonnes. Hein, la zone piétonne est une zone à sanctuariser parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a des personnes âgées, qu'il y a des adultes, il y a des... Voilà. Donc ça c'est fondamental et j'ai l'impression que ces éléments-là ne sont pas toujours pris en compte. Bon, mais c'est absolument essentiel. L'aspect de promotion des domaines réservés au cycle est aussi une tendance lourde, forte. Elle a, comme dans le cas du piétonnier, un immense avantage, c'est que, et Martine Duclos nous en parlera tout à l'heure, un immense avantage en termes de santé, hein, puisque là, les gens en vélo font de l'exercice, mais avec un accent très très important mis sur l'identification très forte de la zone cyclable,
d'une réglementation sur les zones cyclables en termes de vitesse, d'accord, en termes de flux, ça n'est pas le foutoir, les choses sont organisées, et à partir du moment où il y a beaucoup de mobilité cyclable, elle doit être effectivement disciplinée. Hein. Le cycliste n'a pas tous les droits. Voilà. Et ça, je crois que c'est très, très, très important, parce qu'on passe souvent d'un message où on pense que c'est l'automobiliste qui avait tous les droits, alors donc maintenant c'est le cycliste. Non, attention, il y a vraiment cette espèce de respect fondamental qu'il faut avoir. Donc, ça passe par, autant que faire se peut, des segmentations de pistes. Ça n'est pas possible partout. Et donc, il y a une mesure d'accompagnement qui, là aussi, tend à se généraliser, et qui me paraît personnellement très bonne, c'est le passage au 30 km/h. Le 30 km/h, pourquoi le fait-on? Et moi, je suis un gros défenseur du 30 km/h, c'est que le 30 km/h permet, alors, un petit peu de baisser la pollution. Bon, c'est pas forcément le truc le plus important. Je pense que peut-être Sophie nous en parlera. Voilà, on peut débattre sur est-ce que c'est. Mais c'est un élément de sécurisation. C'est-à-dire que là où on n'a pas pu, on ne peut pas toujours séparer tous les flux, mais le 30 km/h permet une mixité des flux à une vitesse qui est relativement compatible avec justement des vélos, des camionnettes, des voitures, quelques camions qui passent, etc. Donc la vertu, elle est là, c'est dans cette mixité, alors on utilise souvent le mot de apaiser hein, dans la circulation, et cet élément-là, il est fondamental, il est absolument fondamental. Alors, ce 30 km/h, en général, il est bien circonscrit à un périmètre, il doit être intelligemment défini, mais il est le complément indispensable aux deux éléments que je vous ai donnés préalablement. Hein. Et c'est là, effectivement, qu'avec des vélos électriques, avec des trottinettes, avec des choses comme ça, on peut avoir, sur un flux relativement homocinétique, hein, tout le monde est à peu près à la même vitesse, on peut avoir la chance que les choses se passent plutôt bien sans avoir d'accident. Parce que quand même, on voit une certaine recrudescence d'accidents en ville, et c'est quand même tout à fait désastreux. Bon. Autre tendance, c'est évidemment le développement de transport en public, transport public, qui soit relativement rapide. Et c'est vrai qu'on voit dans beaucoup de villes maintenant la volonté de se dire, ben voilà, c'est la ville des 15 minutes, c'est la ville des 30 minutes. On sent que c'est vraiment une dimension tout à fait importante. On ne veut pas qu'il y ait de points qui soient trop éloignés des centres vitaux de la vie quotidienne. Et là aussi, c'est très bon. Et donc, il faut qu'il y ait une desserte en transport en public qui soit là. Alors, sur le transport public, je suis venu en tram ce matin, c'est formidable. Je n'ai quasiment pas mis de temps pour venir. Il est super, notre tram. Donc, c'est très, très bien. Il faut être extrêmement attentif aux évolutions du transport en public. Et on voit de plus en plus dans le monde des évolutions vers ce qu'on appelle le transport public informel. C'est-à-dire que, en plus d'une desserte, d'une ossature générale, qui est celle que nous connaissons avec des lignes fixes et des arrêts bien planifiés dans le temps et autres, se développent de plus en plus, ce n'est pas toujours simple d'ailleurs, mais des formes de transport public informels, c'est-à-dire à la demande, avec des trajets qui évoluent au fil du temps en fonction de la demande. Et bien évidemment, l'outil qu'on a tous dans notre poche, là, permet ce genre de choses. Alors pas toujours aux horaires aux horaires où il y a le plus d'affluence et autres, mais au moins à des moments particuliers où cette affluence est moindre, la possibilité d'aller chercher des gens, d'aller défier un petit peu. Ça permet de toucher à une autre, alors de toujours dans le transport, donc cette idée d'un passage du strictement formel à du formel plus de l'informel. Ça, je crois que c'est vraiment important. Alors c'est compliqué à gérer peut-être, mais il faut y aller. L'autre tendance importante au niveau du transport en public et que l'on voit, c'est cette réinterrogation au niveau mondial pour se dire ce monde post-Covid a créé des attentes nouvelles. Et je vois, moi je participe à pas mal de cercles internationaux sur les questions et tout le monde se repose la question « How to redesign mass transit ?» How to redesign it? Comment le reconcevoir?
Et c'est bien évident que lorsque j'entends un petit peu l'attente d'un certain nombre de nos acteurs à se dire, bon, on attend le retour à la normale, mais non, il n'y a pas de retour à la normale. C'est simplement qu'aujourd'hui, il y a des attentes. En termes de prophylaxie, les transports en public sont quand même pas au niveau. Il faut dire les choses comme elles sont. Voilà. Et donc, quand même cette tendance absolument importante, et quelquefois je suis surpris parce que j'ai l'impression qu'on attend que ça revienne à la normale et on est en train de promouvoir les solutions pré-Covid. Attention, il faut bien voir ce qu'a été l'évolution des gens et ça, mondialement, on le voit, c'est extrêmement important. L'autre dimension qu'on voit dans les villes, évidemment, c'est l'électrification des prestations. Alors les prestations des véhicules de la ville, sur les bennes ordures, tout ce que l'on veut, mais c'est aussi bien évidemment l'électrification du parc des citoyens. Et ça c'est très important, c'est quand même la clé de la dépollution des villes. Alors qu'est-ce que l'on voit là-dedans? C'est quand même souvent beaucoup de pragmatisme et un effort également pour ne pas avoir des investissements absolument colossaux. Ce qui est très important, c'est qu'en termes de politique publique, il y ait bien tout ce que l'on peut faire pour faciliter, alors non seulement le fait que les gens qui sont en maison puissent avoir accès évidemment à leur électricité pour avoir des véhicules électriques ou des véhicules hybrides rechargeables, etc. Il faut que la politique sur les copropriétés, et là c'est très important, on voit des pays qui sont très très actifs là-dessus, pour que les copropriétés, quelles qu'elles soient, vieilles ou nouvelles, soient équipées de prises, il faut effectivement le faire. Et dans beaucoup de pays, effectivement, dès que des utilisateurs en véhicule électrique, il faut que le syndic obligatoirement installe des prises. Bon, il y a des réglementations là-dedans, elles sont encore insuffisantes chez nous, et je pense qu'il faut qu'on aille très fort là-dedans. Mais il faut encourager effectivement ce passage à l'électrique. Alors, je vois des pays, par exemple, comme la Hollande, dès lors que quelqu'un a acheté un véhicule électrique, il appelle la mairie et on lui garantit que sous 3 mois, il y aura, à moins de 400 mètres de chez lui, une station de recharge. Voilà. C'est du pragmatisme. On ne va pas aller équiper des trucs quand il y a besoin. Mais si quelqu'un achète, à ce moment-là, effectivement, il sort. Vous voyez cette espèce de bon sens qui doit faire que on embraye sur les technologies modernes, on facilite les choses pour les clients, mais en même temps, on ne surinvestit pas quand ce n'est pas nécessaire. On n'a pas d'argent à dépenser pour rien. Donc il faut vraiment essayer d'avoir quelque chose de net dans ce domaine-là. L'autre grande tendance, et je finirai là-dessus, parce que je crois que j'arrive au bout du temps que j'avais, c'est évidemment le développement de la logistique du dernier kilomètre, zéro émission. Je prendrai encore l'exemple de la Hollande, parce que j'aime bien le prendre et que je travaille avec les Hollandais sur ces sujets-là. En 2025, vous m'avez bien entendu, en 2025, toutes les villes hollandaises seront avec une zone de fret zéro émission. Toutes. En 2030, l'objectif du gouvernement néerlandais est que toute la logistique urbaine, et quand je parle de logistique urbaine, c'est y compris dans des ensembles comme Rotterdam, où on est en train de... Voilà, il y a des ports, on prend du lourd, on déplace du lourd, etc. Tout ça, en 2030, soit zéro émission. Voilà. Ces exemples qui sont quand même très importants. Il faut qu'on s'en inspire. Et comme je dis souvent, nous ne sommes pas plus sots que les Hollandais, et nous n'avons surtout aucun outil de plus à notre disposition. Donc je crois que c'est quand même... Donc, donnons-nous des ambitions qui soient des ambitions véritablement à la hauteur. Les villes françaises, globalement, ne sont pas aussi bien dépolluées que la majorité des villes européennes. Vous le savez très bien qu'en 2019, la Cour européenne de justice a condamné la France, comme la Bulgarie d'ailleurs, comme la Pologne. Enfin, on n'est pas avec des collègues de pays vraiment extraordinaires. Voilà, parce que c'est ce qui est dit depuis 10 ans, l'État et les autres collectivités n'ont pas fait ce qu'il fallait pour vraiment développer des mesures anti-pollution dans les villes. Bon. Donc je crois qu'il y a vraiment des accents qui doivent être pris là-dedans. Et alors, ce qui est important, c'est de voir dans cet aspect de méthode pour y arriver. Je vais reprendre l'exemple chinois. Les Chinois ont été très clairs pour électrifier leur ville. Première chose, on attaque les bus. La stratégie chinoise était très claire. Tous
les bus passent en électrique. Hein, c'est pour ça que l'autre jour, Corneille Huizinga nous rappelait dans sa conférence qu'à Shenzhen, il y a, je ne sais plus quoi, 11 000 bus électriques. On n'est plus dans des technologies émergentes. On est simplement dans la modernisation attendue, normale. Voilà. Mais ça a été massif. Et je démarre par ça. Deuxième cible, les taxis. Troisième cible, la logistique urbaine. Et après, effectivement, l'accès des populations. Mais il y a cette espèce de progression qui amène à se dire, je teste et rapidement je développe. Je le fais dans des contextes qui sont des contextes professionnellement maîtrisés. Hein, parce que par exemple, on sait bien, avec la SMTC, bon, il y a des professionnels qui s'occupent de leur bus, il y a de l'entretien, voilà, c'est fondamental. Donc, on commence par des endroits, avant de lâcher, je dirais, le grand public sur un certain nombre de choses, on s'assure que... Et vous voyez, quand on voit la manière avec laquelle, justement, la Chine, dans cette approche structurée, est en train de faire évoluer son parc vers l'électrification, on est impressionné. Mais ça correspond finalement à des choses assez simples, assez logiques. Hein. Donc voilà, je voulais m'arrêter là, vous donner un petit peu ce ressenti, hein, un petit peu international, pour se dire, il n'y a pas de raison qu'on fasse moins bien que d'autres, mais aujourd'hui, on n'est pas au meilleur niveau, loin de là. Et donc, on a non seulement à essayer de faire des rattrapages, mais bien évidemment, comme on n'est pas sot non plus, on peut aussi inventer des choses nouvelles. Bon, on a Michel Daume qui est dans la salle, on peut peut-être imaginer que demain, justement, il y ait vraiment un accent mis sur des véhicules autonomes, voilà, que ce soit dans le centre-ville, que ce soit en périphérique, etc. Il y a tous ces éléments qui viennent en plus, mais les fondamentaux que j'ai voulu rappeler là, c'est eux qui structurent véritablement les progrès qui sont attendus, hein, en termes d'agrément de ville. Et moi, il y a une notion que je mets toujours au cœur de ce qui doit être fait, c'est le plaisir, la satisfaction des citoyens. C'est ça qui est fondamental. Ce n'est pas les idéologies. Hein. On est là pour répondre aux attentes des citoyens. Les citoyens ont des attentes multiples, variables dans le temps, en fonction des âges. On n'a pas du tout les mêmes usages quand j'étais jeune père de famille et puis maintenant où je suis retraité, c'est bien évident. Et chacun ou chacune de vous, au quotidien, a des moments où il est piéton, il est cycliste, il est machin. Et c'est cette variabilité-là dans les horaires qu'il faut prendre en compte. Et je terminerai par cette dernière notion de flexibilité, qui est une grande tendance mondiale, c'est la flexibilité des choix d'organisation des villes en fonction des heures de la journée. Voilà. Et alors ça, c'est pas un truc avec lequel en France on est à l'aise. Hein. On est dans le, allez, on choisit un truc, et je fais ça, et je mets en site propre, et je fais ça. Voilà. Attention aux choix irréversibles. Attention, attention. Il faut jouer sur une flexibilité. Et à certains moments, on peut avoir une avenue dans un sens, une avenue dans un autre. En fonction, il y a des moments où tout le monde va travailler dans un sens. Et bien, adaptons. Enfin, on n'est quand même plus au Moyen-Âge. Et on a la capacité, l'outil numérique, de réfléchir des choses. Enfin, ça se pratique quand même énormément. Je vois en Corée, au Japon, je vois que j'y fais. Moi, je suis assez impressionné de voir cette flexibilisation des infrastructures en fonction du temps. Voilà. Comme le temps m'est compté, je vais m'arrêter là, puisque j'ai la charge d'animer la matinée.